RDC, Côte d'Ivoire, Gambie, Togo, on va en parler rapidement avec Dominique Alizio, chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonne arrivée. Merci. Basile Agbo, Freedom Fighters, bonsoir. Merci, bonsoir Samuel, bonne arrivée. Merci. Je crois que tu nous as ramené de bonnes choses depuis Genève. Depuis Genève. On attend aussi votre première réunion de conseils municipaux. Ne t'en fais pas, c'est pour très bientôt. Ils n'ont pas encore choisi les maires, hein, donc je crois que c'est à la première réunion que ça sera choisi. On attend que le partiel du 15 août soit organisé et que nous ayons donc les collègues qui nous rejoignent pour que nous puissions ensemble démarrer. D'accord. RDC, plus de 7 mois après les élections du 30 décembre, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a entamé mercredi des consultations formelles en vue de la formation d'un gouvernement. Les partisans de Félix Tshisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila sont invités à proposer au Premier ministre 3 noms pour chacun des 65 postes prévus dans le prochain gouvernement qu'il soumettra à l'arbitrage du chef de l'État. Pour le premier jour des consultations, les délégués du CAP pour le changement CACH, la coalition de Tshisekedi, et ceux du FCC ont été reçus par le Premier ministre selon son service de presse. C'est maintenant, Dominique Alizio, que l'opération de casting commence véritablement en RDC. Vraiment, la cohabitation s'annonce très houleuse parce que moi, je croyais que les deux ténors de la mouvance au pouvoir pouvaient accorder leur violon et avancer vite, mais je me rends compte que vraiment, il y a tellement d'embûches et tellement de complications qu'ils ont du mal même à s'entendre. D'ailleurs, la désignation du Premier ministre a pris, je crois, 4 ou 5 mois d'abord, avant de trouver finalement le nom du Premier ministre. Ensuite, maintenant, ils s'entendent sur le nombre de ministres. Notamment, je crois, on parle de 165. Ça aussi, c'est tellement énorme. Justement, pour un pays en difficulté où les gens peinent à trouver à manger, on forme un gouvernement de 105 personnes. Ça aussi, c'est compliqué. Et maintenant, les personnes qu'il faut choisir, puisque il y a des organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile qui crient sur certaines personnalités, estimant qu'ils ne doivent pas se positionner parce qu'on ne doit pas les nommer parce qu'ils seraient impliqués dans ci, dans ça. Bon, donc, ça aussi, c'est des difficultés aussi qui se posent à la formation du gouvernement. Et donc, mais je crois qu'ils doivent avancer. Parce que le Congo aujourd'hui n'est pas bien gouverné, s'il faut le dire ainsi. Parce que c'est vrai, il y a un capitaine, mais le capitaine travaille avec ses hommes. Et quand il n'y a pas vraiment ces hommes sur place, il soit obligé de jongler avec les anciens et autres ou d'autres des ministères rattachés. Vraiment, je crois que l'efficacité ou le résultat, je me dis qu'ils doivent tout faire pour aller vite. Parce que mettre 1 an pour former un gouvernement, pour un mandat de 5 ans, je crois que ça devient un peu compliqué. Soit je me dis, bon, ils veulent traîner jusque-là et dissoudre l'Assemblée 1 an après, et organiser les législatives, et être sûr qu'il peut avoir la majorité pour gouverner. Ça aussi, c'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, les membres de FCC de Kabila sont ultra-majoritaires et ont les moyens. Et lui vient d'arriver, je ne suis pas sûr qu'ils puissent vraiment les combattre sur tous les plans. Donc, je crois qu'ils doivent s'entendre pour le bien-être des Congolais. Est-ce que le plus difficile pour eux n'a pas déjà été de s'entendre sur le nombre de postes dans le gouvernement, 65? Je crois qu'il faut quand même reconnaître que la RDC revient de très loin. Et lorsqu'on voit un peu tout le Bataclan qui avait fait partie d'abord de Mobutu, et vous comprenez un peu que l'arrivée alors du Kabila, Kabila 1, Kabila 2, et donc tout ce qui s'est passé pendant donc le règne de Kabila 2, le pays a été beaucoup bousculé. Des grèves par-ci, des marches par-là, des problèmes par-ci, par-là. Et des ça guerres, fait surtout. que les grèves, il n'y a rien, mais c'est des guerres. Des guerres, on a vu des églises se mêler. Et puis bon, donc, c'est un pays qui revient de très loin. Il faut reconnaître également que Tshisekedi, c'est vrai qu'il allait à ces élections, mais c'est qu'il n'était pas très sûr d'être élu président. Parce que quand il a vu les enjeux qui étaient là, et il ne pensait pas. Il y allait. Mais bon, en se disant, est-ce que... Et finalement, concours de circonstances aidant, on voit Kabila le soutenir. Et il arrive, il se met dans une posture
d'abord difficile, parce que les élections législatives donnent majoritaire, celui qui est en train de quitter le pouvoir. Or, il n'y avait pas eu cette entente préalable entre eux deux avant les élections. C'est à l'approche donc des résultats qu'on a vu ces histoires-là, etc., etc. Et devant les contradictions et autres des autres, et Tshisekedi se voit élu président. Et donc il va à l'église et puis tout ça là, on se rappelle de comment il est. Et ensuite, à l'investiture, il tombe, et tout ça là. Donc vous voyez un peu l'ambiance dans laquelle le pouvoir se réorganise en RDC. Ce qui fait que les uns et les autres restent toujours pas très entre eux. Ouais. Maintenant, on cultive les approches. On cultive les capacités de se mettre ensemble pour gérer un pays. C'est ce qui fait que la nomination du Premier ministre a duré plus que possible. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'ils s'entendent sur l'homme à mettre entre eux deux pour pouvoir faire le travail qu'il faut. Parce que Kabila pèse toujours lourd dans la balance. Bien que n'étant pas président, Kabila est plus que président là-bas. Ouais. Et donc, son parti est là. On prévoit donc lui donner 42. Ouais. Et le président même n'aura que 23. Vous voyez un peu, c'est un peu difficile, c'est un peu tiré sur les cheveux. Il va se poser la question de savoir, mais je vais gouverner, mais je ne règne pas. C'est comme on dit, la conscience règne, mais ne gouverne pas. Donc c'est ça qui pose un peu de petits problèmes à gauche et à droite. Donc on nous dit qu'ils sont en train de faire les consultations et que le 10, c'est-à-dire après-demain, il va falloir donc qu'ils s'entendent que sur les listes là. Et bon, on ne peut que prier pour que ça n'aille pas plus d'un an après et que la RDC puisse vraiment retrouver cette sérénité-là dont le monde entier est en train de prier pour. Et il faut retrouver une sérénité parce qu'un pays à cette allure-là, un pays qui ressemble donc à tout un continent, vous connaissez la RDC, 40 fois le Togo, et 10 fois donc la France, vous voyez un peu, c'est gigantesque. Lorsqu'on dit par exemple 60 et quelques ministres, je me dis que ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop parce que le pays est gigantesque. Et donc, pas la taille non plus des ministères qui... bon, vous voyez, ça devient budgétivore. Bon, c'est qu'on a besoin que tout le monde soit là pour qu'on puisse s'entendre, même s'il y a une inégalité entre tout le monde dont je suis en train de parler. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour que l'entente vienne et qu'on puisse trouver les hommes capables de relever la RDC. Comme justement, le Premier ministre est en train de le dire, il veut des hommes qui soient détachés de toute condamnation. C'est sur cela que j'allais interroger Dominique, parce que les critères, c'est que des gens qui ne font l'objet d'aucune condamnation judiciaire, des gens qui sont compétents, intègres, capacité à travailler en équipe, capacité à travailler sous l'autorité du Premier ministre. Est-ce que c'est tous ces critères qui font qu'on a des difficultés à trouver les gens qu'il faut pour les postes, les 65 postes? C'est possible parce que pour que les ministres ou les personnalités désignées soient nommées, il faut l'onction du président. C'est vrai que c'est le Premier ministre qui proposera. Le Premier ministre est déjà proche de Kabila, c'est un homme de Kabila, donc le problème ne se pose pas. Mais c'est qu'il faut également que le président de la République dise oui, je suis d'accord pour tel nom, je ne suis pas d'accord pour tel nom. Et je crois que ça joue énormément. Mais c'est que tout tourne autour des jeux politiciens surtout, où la politique n'est pas vraiment une science exacte où on s'entend, chacun gagne, chacun perd un peu. Non, ils sont toujours dans les calculs. Tout acte que l'autre pose, il se dit, mais qu'est-ce que mon adversaire est en train de mijoter? Et donc, ils sont dans les calculs, dans des préjugés, ils ne sont pas vraiment, ils ne travaillent pas de bon cœur, si faut le dire. Sinon, en réalité, moi, je ne vois pas où se trouve le problème. Et celui qui s'attend, c'est le Congo qui doit gagner. Si tout le monde, tant que tout le monde est conscient que le Congo, c'est le Congo qui doit gagner, je ne vois pas où se trouve le problème. Mais malheureusement, les calculs, l'autre se dit que bon, c'est l'occasion de pouvoir me débarrasser de l'autre pour être tout puissant ou seul à gérer. Donc, tu sais dans quelles conditions il est arrivé. Il sait que bon, sa victoire est sujet à caution, mais bon, on en fait avec. Est-il que c'est que la CENI a proclamé président de la République? Donc ça veut dire que lui-même, il est fragilisé par rapport à sa victoire. Et donc, les Kabylistes aussi doivent aussi
éviter de tirer sur la corde. Et pour créer une ambiance de... Parce que vous aussi, ils ont fait une compromission, mais il faut qu'ils aillent jusqu'au bout pour éviter vraiment que le pays tangue avec tout. Le pays a besoin vraiment d'un vrai leader avec une équipe solide pour résoudre des problèmes. Il y a le problème d'Ebola, il y a le problème des guerres au nord et au sud du Kivu, et surtout la gestion même du pays par rapport aux enjeux, par rapport à la situation, à la précarité même de la population. Tout ça, là, je crois que ça doit dépasser leurs calculs politiciens et avancer quoi, pour le bonheur des Congolais. Concrètement, cette étape-là, Tshisekedi reste fragile. C'est Kabila qui est le véritable métronome. C'est évident. C'est évident. Parce que voilà un président, un ancien président, qui a une majorité écrasante à l'Assemblée. Qui a donné une victoire. Qui a donné sur un plateau d'or la victoire au président. Donc il sait qu'il lui doit tout. Mais quel président vous voyez avoir dans un gouvernement une minorité et être à l'aise? À l'Assemblée et au Sénat. À l'Assemblée, il est minoritaire. Et maintenant, dans le gouvernement, il sera minoritaire. Au Sénat, il sera minoritaire. C'est difficile pour Tshisekedi de diriger ce pays. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas seulement ces histoires de probité morale. Non, je me dis que c'est difficile pour lui. Très difficile. Au risque qu'un jour, il lève la main pour dire je sors du terrain et puis je ne peux plus continuer. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire d'un côté comme de l'autre. C'est vrai, Dominique est en train de dire que c'est la RDC qui doit gagner. Si tant est que tout le monde aime son pays et que les gens veulent que la RDC redémarre, je crois que chacun doit laisser tomber son égo et tout ça là. Et pourquoi ne pas permettre à Kabila et à Tshisekedi d'avoir beaucoup de ministres ou bien un nombre égal de ministres? Vous voyez, c'est difficile. Non, le nombre de ministres, c'est aussi fonction de la majorité au Parlement. C'est ça le problème. Quelqu'un qui dirige un pays... Ça veut dire que ce que moi je comprends que mon confrère veut dire, les proches de Kabila, ils ont le Parlement, ils ont le Sénat. Même les assemblées provinciales. Au moins qu'ils soient égalitaires au gouvernement. Ne serait-ce que ça, quoi. Mais malheureusement, la gourmandise des proches de Kabila ne permet pas de le faire. Et je me dis qu'il est dans un engrenage où peut-être je crois que tu allais chuter un beau matin, peut décider de c'est bon. C'est ça, je dis, il peut lever le doigt et dire je sors comme un match de football où tu es fatigué de ce qu'on te demande. C'est pourquoi les proches de Kabila ne doivent pas tirer trop sur la corde. Ils doivent vraiment essayer d'être très conciliants, ouverts, et qui puissent vraiment transcender leurs divergences et avancer. Mais s'ils doivent rester là, oui, nous sommes majorité, ok, si le monsieur dit, prenez votre majorité, ils vont devenir quoi? On va réorganiser les élections. Et si on réorganise les élections, c'est pas évident que leur candidat puisse également passer. Donc je crois qu'ils doivent lâcher beaucoup de lest pour que vraiment les deux positions puissent et gérer le pays, quoi. Le pays doit avancer. C'est vrai que peut-être on est un peu alarmiste pour la RDC. Hein. Je rappelle que sa métropole, la Belgique, avait fait 2 ans sans gouvernement. Hein. C'est pas la même chose. Il n'y avait pas la guerre. On ne réussissait pas à s'entendre. Oui, là, la guerre était au niveau politique, au niveau du gouvernement. Sinon, le reste, le pays avançait. La preuve, je crois qu'il y avait une intervention militaire, je crois, en Libye. Il n'y avait pas de gouvernement, mais la Belgique a participé. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Je crois que le système est bien fait, puisqu'ils savent qu'il peut arriver à un moment où ils ne vont jamais s'entendre. Et donc, ils ont créé des mécanismes pour qu'au cas où ils arrivent à ce blocage, que ce mécanisme puisse gérer le pays. En attendant, ce n'est pas la même situation en aide de Congo. D'accord. On passe maintenant à la Côte d'Ivoire rapidement. Le président Alassane Ouattara a maintenu le suspense sur son éventuelle candidature à la présidentielle de l'année prochaine. Dans une interview accordée à la télévision d'État mardi, à la veille de la fête de l'indépendance, je ferai savoir ma décision en 2020. Je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire, a déclaré M. Ouattara, qui achève son second mandat après avoir été élu en 2010 et réélu en 2015. La Constitution me permet de faire 2 autres mandats, a-t-il estimé.
La loi fondamentale adoptée en 2016 autorise 2 mandats présidentiels, mais cette disposition est sujette à interprétation et il poursuit. J'aurai 78 ans l'année prochaine. Mes médecins me disent que je suis en parfaite santé. Vas-y, Lago. Un homme de 118 ans en parfaite santé. Il est en parfaite santé. Très solide. Il faut quand même reconnaître que le président Ouattara est assis sur un volcan qui peut se mettre donc à ébullition à n'importe quel moment. Parce que aujourd'hui, la situation du pays ne lui donne pas toutes les chances. Voilà que son ancien ami, compagnon de lutte, Soro, l'a quitté de la façon dont on sait, et qui se positionne aujourd'hui comme potentiel candidat donc dans les années, en 2020. Bien. Et donc, on reconnaît aujourd'hui que tout le montage qui a été fait contre Gbagbo est faux. Ça a fait plop. Et donc, Gbagbo aujourd'hui renaît. On ne sait pas si lui aussi, il va vouloir ressurgir et se mettre donc dans le starting block pour aller donc au présidentiel. Voilà que Bédier, à côté, il dit que c'est mon frère Gbagbo. Ouais, donc, même l'ambiance même dans le pays n'offre pas l'occasion à Ouattara aujourd'hui d'être serein sur sa capacité de gagner les élections si jamais il s'y présentait. Rien ne lui assure cela, parce que l'ambiance dans le pays est un peu hargneuse et ne permet pas de penser qu'il peut. Mais, vous savez, l'orgueil humain est là, et il ne peut pas dire je suis sûr que je ne peux plus passer, donc je me mets en réserve pour voir ce qui va se passer. Peut-être que on aboutira à ça, parce que c'est les calculs que je suis en train de faire me disent qu'il va peut-être se dire non, je vais laisser le jeu se faire sans moi pour qu'il puisse sortir par la grande porte. Alors ici, Ouattara, on se rappelle il y a quelques mois, il disait je vais voir mon aîné Kona Bédier, nous allons travailler à transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Mais lors de l'interview d'avant-hier, il n'a plus dit ça. Hein. En réalité, sa position évolue chaque jour que Dieu fait. Moi, je me rappelle au congrès du RHDP, non, du RDR, je crois. Il avait dit, comme tu l'as dit tantôt, qu'il est temps de transmettre le pouvoir aux jeunes. À la jeunesse. Et les gens ont applaudi. Les gens ont pris l'extrait là, ils ont fait circuler partout sur WhatsApp que ouais, bon, Ouattara dit que c'est bon, il faut transmettre le pouvoir à la jeunesse. Et ailleurs, on est toujours là. Voilà un bon président. Moi, je disais à ceux que je rencontrais, je dis, mais faites attention. Le monsieur d'abord a pris le temps de refaire la Constitution. Et lorsqu'on touche, on refait la Constitution, ça veut dire qu'on va dans une autre république. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il a sauté le verrou de la limitation. Le problème ne se pose pas. Il y a le boulevard. Maintenant, le reste, c'est des discours, amener les gens peu à peu à comprendre. Par exemple, dans cette dernière sortie, il dit, lui, bon, le moment viendra, il va se prononcer. Et surtout, il attend également la décision du parti. Ça veut dire quoi? Si demain, il dit, ouais, bon, moi, je ne me présente plus. Et puis le lendemain, le parti dit, non, notre champion, c'est Ouattara. Il dit, comme mon parti me dit d'être là, je ne peux pas désobéir à la volonté de mon parti, de mes militants. Donc, je suis là. En fait, je crois qu'il est sur ce chemin. Il a juste blagué un peu les gens en faisant croire que... Non, moi, le fait déjà qu'il a refait la Constitution, c'était clair qu'il était en train de sauter le verrou pour se positionner. Maintenant, le vrai enjeu, c'est que hier, il y avait la sérénité à la maison. Ouais. Notamment, il était avec le PDCI, RDA de Bédier, à qui il disait grand frère, grand frère. Ben, aujourd'hui, le grand frère a compris que son jeune frère est un peu recommandable et il s'en écarte. Maintenant, son homme de main ou bien son bras armé ou puissant qui a pacifié la situation, créé les conditions pour qu'il soit là, notamment, je veux parler de Guillaume Soro, a lui aussi frustré parce que méprisé dans le parti, il prend l'âge. Or, il faut faire attention, Guillaume Soro vient du Nord. Or, la poche, l'électorat du RDS, c'est beaucoup plus dans le Nord. Donc, ça veut dire que si Guillaume Soro se positionnait, si on le laissait se positionner, parce que moi, je sais qu'on trouvera toujours des superficies pour l'en empêcher.
c'est que quelque part, il y aura problème. Maintenant, Gbagbo est en train d'organiser son retour triomphal avec cette idée pas cette idée, avec cette réalité qu'il a été embastillé. Il n'a rien fait, mais il s'est retrouvé là. Bon, ça aussi, ça peut peut-être émouvoir les Ivoiriens. Ils vont se dire, mais finalement, pourquoi on l'a fait ça? Donc, je crois que la Côte d'Ivoire est sur des braises un peu ardentes et que les gens doivent faire très attention, surtout les Ivoiriens. Parce que moi, je crois que Ouattara a fait vraiment de bonnes choses au pays. Il a reconstruit le pays, il a remis le pays vraiment sur le plan économique. Le pays, ça va. Ah ben, il ne doit pas partir en laissant un pays totalement à feu et à sang. C'est à cela. Oh, je me dis, s'il suffisait qu'il respecte l'accord entre lui et Bédié, que le problème ne se poserait pas. Alors, il y a quand même... peut-être c'est un vieux débat, hein, quand il dit la Constitution me permet de faire 2 autres mandats. Vous savez, cette fameuse phrase qu'on cite souvent dans nos pays, nul ne peut faire plus de 2 mandats. En principe, elle s'applique dans toutes les situations que vous ayez modifié ou non la Constitution. Oui. Juridiquement, non. Non, le problème, c'est quoi? Quand on dit nul ne peut faire plus de 2 mandats. Oui. Que vous ayez modifié, changé de république ou non, ce n'est pas parce que vous êtes dans une république donnée. Vous passez à une république, c'est vous, nul. Vous avez déjà fait 2. Donc même dans une nouvelle république, vous ne pouvez plus. Non, lorsque vous sortez d'une république, tout ce qui existait est à l'eau. C'est tout. Non, mais on ne peut plus comptabiliser. C'est là où moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose de... Non. Il faut être les juristes qui ont réussi à imposer il faut être dans la même république pour que les lois puissent bien s'appliquer. C'est ça. Dès l'instant où vous quittez une république et que vous tombez dans une autre république, eh bien, tout est forclos. Ce qui s'était passé, c'est nul. On ne peut plus comptabiliser. Mais ce débat n'existait pas avant. Oui. Après les élections, après la conférence nationale au Togo, et qu'on a mis nul ne peut faire plus de 2 mandats. Mais Yadema avait fait plusieurs mandats déjà. Est-ce qu'il y a un seul qui a soulevé le petit doigt et dit non? Ils ont compris que c'est normal. C'est-à-dire que le passé reste au passé et maintenant on s'en tient à la nouvelle constitution. Et ses prescriptions, c'est comme ça. C'est un débat vraiment de caniveau. C'est-à-dire, il y a comme un sens qu'on essaye d'imposer à la chose. On dit nul, c'est vous qui étiez en situation à l'époque. Nous ne sommes pas en train de faire une littérature. On sait, vous avez changé la constitution pour passer à une autre république. Ça veut dire quoi? Tout le temps que vous voulez faire 2 autres mandats, vous changez de république. Et puis si vous avez les moyens. Si vous avez les capacités de changer de république, mais changer de république et puis on y va. C'est ça le problème. Oh, Ben Yahi Boni avait voulu faire pratiquement la même chose. Oh, lui disait, parce que l'UEMOA avait exigé, et où existe toujours, la mise en place de la Cour des comptes, qui n'existe pas au Bénin. Il dit, bon, c'est ce que je veux. Les Bénins disent, jamais, on connaît. Comment ça commence? Tu fais ça et puis demain tu nous diras que nous sommes dans une nouvelle république. Donc, et les Béninois ont dit, pas question. Et il n'a pas pu le faire. Et puis c'est resté là. Donc je crois que c'est plus juridique que philosophique. Peut-être toi, tu es en train de faire une analyse philosophique. On dit nul, donc... Non. Ici, une ancienne constitution qui n'est plus en vigueur reste là avec tout son passé, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a eu lieu. Maintenant, ce qu'il faut écrire, c'est de mettre quels que soient les cas de figure. Tout ça là, ça ne fait... On peut même sera dans une nouvelle c'est-à-dire quand vous mettez quels que soient les cas de figure, vous avez changé de république ou pas. Vous êtes dans le cas là, peut-être oui, si on précise. Bon. Si on précise quel que soit le cas de figure, les dispositions présentes concernent les anciennes républiques. C'est ça. À ce moment-là, on peut caler les choses. Mais tant qu'on n'aura pas mis que cette disposition concerne les anciennes républiques, ben allez, le boulevard est là. Alors maintenant, plus spécifiquement dans le cadre de Ouattara, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer un peu avec les nerfs des Ivoiriens? Le pouvoir, c'est le pouvoir. Il ne joue pas avec les Ivoiriens. Ce n'est pas facile. Vous savez, si l'autre là, le président français, dont nous décrions donc le mandat, je parle de Sarkozy, s'il avait la capacité, mais Sarkozy resterait président, peut-être 1 fois ou 2 fois ou 5 fois s'il le voulait. Ouais. Présidence de la République, ce n'est pas une chose qu'on peut jeter du jour au lendemain. Et donc, lorsque... On a quand même vu des gens démissionner, hein. Mais lorsque vous venez et que vous avez la possibilité de continuer, ça dépend. De continuer, mais on continue. Et on continue. Le premier de la République, le premier magistrat, tout ça là, ce n'est pas aussi facile. Et de 2, il y a certains qui arrivent, ils réussissent les prouesses de faire redémarrer le pays d'une certaine façon.
Et ils ont comme l'impression que, après leur départ, ils ne sont pas sûrs que ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu réaliser, peut pérenniser. Et dans ce cas, on devient comme un président paternaliste. C'est-à-dire, je veux protéger les acquis que j'ai fait pour mon pays. Et je ne vois pas quelqu'un avoir la capacité que j'ai pour le faire. Et donc, je reste. Moi, je donne l'exemple de Patrick Talon. Dans sa déclaration solennelle le jour de son investiture, il a dit, je fais 5 ans, je m'en vais. Il a dit, il ne va pas faire plus de 5 ans. Déclaration solennelle devant le peuple béninois. Mais aujourd'hui, il est en train de casser toutes les velléités et il est en train de se fabriquer un boulevard. Donc, imagine-toi, si c'était aussi facile comme tu le penses, mais quel est le problème de faire juste 5 mandats et partir? On va aller à la pause.